Bonjour, je suis Roselyne et vous écoutez Bininga Walk, le podcast sur les questions afroféministes du collectif Moissy, produit par Kizo Studio. Bienvenue. Bininga Walk est un podcast qui se veut être un espace féminin à la fois d'échange et d'apprentissage sur les questions afroféministes. Son nom, Bininga Walk, qui signifie en étone « femme écoutée », illustre le cadre de l'émission, intimiste, militant et affirmatif envers les femmes noires. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Bininga Walk intitulé « Femmes noires exilées ». D'après l'INSEE, en 2012, les femmes exilées venaient majoritairement d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud. Elles représentaient 44% des réfugiés et 34% des demandes d'asile. Ces statuts instables les placent dans une extrême précarité et renforcent leur exposition aux violences de genre, et d'autre part, les régularisations extrêmement lentes en comparaison avec le nombre de demandes n'allègent en rien leur situation. Le ministère de l'Intérieur, quant à lui, se félicite de l'augmentation constante du nombre de titres de séjour octroyés depuis 2013. Or, en 2018, sur 123 000 demandes d'asile, seules 33 000 ont été validées, soit une augmentation de seulement 4% par rapport à l'année précédente. A contrario, les différentes procédures d'éloignement du territoire envers les personnes dites en situation irrégulière ont bondi de 20% en 2019. Face à ces processus complexes, comment survivent ces femmes noires exilées qui cumulent déjà diverses oppressions systémiques ? Nous posons donc aujourd'hui cette question à nos deux invités, Abir, bénévole pour l'association Humans for Women, et Alix, avocate. Bonjour Abir, merci de nous rejoindre pour ce 4e épisode de Bininga Walk. Est-ce que tu pourrais donc te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour Roselyne et merci pour l'invitation. Alors je m'appelle Abir, j'ai 24 ans, je suis tout juste diplômée d'un master en sciences sociales et je suis née, j'ai grandi en France mais je suis d'origine soudanaise. Et puis voilà, je suis bénévole dans l'association Humans for Women depuis 2014 maintenant. Wow. Un bon petit moment. Ouais. Ça c'est bien, c'est-à-dire que ça te plaît et que ça se passe bien. Oui. Donc, au sein de l'association Humans for Women, qui vient donc en aide aux femmes exilées, qu'est-ce qui vous a décidé, qu'est-ce qui vous a amené donc à mettre en place les différentes activités que vous proposez pour les femmes, pour ces femmes exilées et ou réfugiées que vous accueillez? Alors, on a commencé l'accompagnement en 2015. C'était une période où il y avait, on parlait dans les médias de flux, de vagues de migrants, etc. C'est très bien que c'est pas vraiment des vagues, mais bon, voilà, c'était le mot qui était utilisé dans les médias. Et donc, il y a eu pas mal il y a eu un développement d'initiatives associatives, pas mal d'associations, notamment étudiantes, qui ont commencé à donner des cours de français langue étrangère aux personnes exilées. Et donc au départ, avec 2 autres bénévoles de l'association, on était bénévoles dans une autre association qui donnait des cours du coup de FLE. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait que des hommes en fait dans ces cours. On a rencontré une seule femme une fois et du coup on se demandait mais où sont les femmes en fait, parce qu'on savait très bien qu'il y avait qu'elles représentaient, que les femmes représentaient, les femmes et les familles représentaient quand même un pourcentage important dans la population dite migrante ou exilée, mais là il n'y en avait pas dans les cours, donc on s'est dit on pourrait peut-être mettre en place justement des cours de français pour les femmes avec un système de garde d'enfants. Du coup, qui leur permettrait de suivre les cours sans avoir à avoir cette problématique, comment faire garder les enfants. Et c'est comme ça qu'on a commencé en fait. Et puis après, ça a grossi au fil du temps. Ouais. C'est vrai que oui, c'est important de rappeler que oui, c'est une association étudiante. Je pense que c'est
peut-être pas quelque chose dont on a forcément conscience et que oui, les étudiants peuvent se mobiliser aussi pour faire des choses pour les autres. Oui. Faire de très belles choses et c'est très admirable vraiment. Donc, tu disais par exemple à l'instant, vous avez trouvé des solutions par exemple pour proposer des cours de langue avec un système de garderie pour les femmes, pour les mamans, etc. Est-ce qu'il y a d'autres, quelles sont les différentes autres manières dont l'association accompagne les femmes exilées? Quel autre type de service, j'ai envie de dire, leur pour les aider? Alors au début, c'était vraiment des cours de français langue étrangère. Et puis en fait, le projet s'est construit vraiment selon en fait les besoins. Enfin vraiment en fait dans l'échange avec les femmes exilées. Nous, nos cours ils sont pas en non-mixité de genre. Enfin on proposait principalement aux femmes et c'était aux familles aussi plus largement. Donc les femmes venaient parfois accompagnées de frères, de cousins, d'un mari, etc. et des enfants. Mais on a quand même toujours une majorité écrasante de femmes pour qu'elles soient dans un espace où elles se sentent à l'aise. Et donc en fait au début c'était les cours de français, mais en fait en discutant souvent il y avait les bénévoles nous faisaient remonter que des femmes leur parlaient forcément de leur situation administrative et juridique. Et donc on s'est dit on va peut-être essayer de créer une sorte de permanence administrative et juridique. Donc là on a recruté des bénévoles, soit des étudiants en droit des étrangers, soit pas forcément des étudiants ou des étudiantes, mais voilà, des personnes qui travaillaient plus ou moins sur le sujet. Et en fait, l'idée, c'était surtout de réorienter les femmes vers les structures adéquates, type la CIMAD ou le GISTI ou le BAM, qui, eux, ont vraiment des juristes, des avocats, des avocates spécialisés en droit des étrangers et qui peuvent par exemple accompagner sur tout ce qui est récit de demande d'asile, préparer à l'entretien à l'OFPRA, etc. Et donc à côté des cours, on avait cette petite permanence administrative et sociale aussi, puisqu'on aidait aussi pour tout ce qui est, faire les demandes d'aide médicale d'État, CMU, ou faire souscrire un abonnement Navigo. Il y avait plein de choses. Ensuite, quand le groupe d'apprenantes a grossi, on a commencé à organiser des sorties culturelles, on allait au musée, visiter des monuments. De chouettes choses. J'étais sur le site aussi récemment, sur votre site web, et oui, ça a l'air d'être très vivant et ça donne envie, personnellement en tout cas, d'être bénévole aussi. Je ne me cache pas. Tu es la bienvenue. Avec plaisir. Voilà, on en parlera après. Mais oui, non, ce sont de très chouettes activités et initiatives. Et tu le disais aussi encore un tout petit peu, donc vous êtes adressé donc aux femmes et femmes et familles. Est-ce qu'il y a un profil type quand même de femmes que vous rencontrez? Pour les profils, on a des femmes. Il n'y a pas vraiment de profil type, on va dire, en termes d'âge ou d'origine. Pas mal de femmes qui viennent d'Afrique de l'Ouest, aussi d'Afrique de l'Est, d'Asie du Sud et d'Asie de l'Ouest. Il y a un peu de tout. Pour les âges aussi, il y a de la vingtaine à la cinquantaine. Il y a pas mal de mamans. Il y a une majorité de mamans. Après, pour le statut administratif, on va dire, on accompagne surtout des primo-arrivantes, donc des femmes qui viennent tout juste d'arriver en France, qui sont en procédure souvent de demande d'asile. Il y en a très peu qui l'obtiennent. Donc, on a aussi beaucoup de femmes sans papier.
forcément. Justement, tu parlais des difficultés. Moi, je pense que la difficulté principale, c'est la question du statut administratif. On a beaucoup de femmes qui ont fait des demandes d'asile et qui ont été déboutées. Pas mal de femmes aussi qui étaient en procédure Dublin. Donc, c'est quand elles arrivent sur le territoire européen, il y a une loi européenne qui dit qu'il faut faire sa demande. Enfin, si on a pris tes empreintes dans un pays, t'es obligé en fait de faire ta demande d'asile dans ce pays-là, même si pour toi c'était juste un passage, tu vois. Et donc il y a pas mal de femmes qui se sont retrouvées dans ces situations-là, donc qui ont été renvoyées en fait, en Italie, en Grèce. Alors qu'elles avaient par exemple de la famille ou des connaissances ici sur place, donc en France, donc c'était beaucoup plus simple pour elles de faire les démarches et de s'en sortir, quoi. Et ce statut, enfin du coup, pas mal de femmes sans papier, donc quand elles perdent en gros leur statut de demandeuse d'asile, elles perdent aussi pas mal d'autres aides qui viennent avec ce statut, comme des aides financières. Donc elles n'ont plus aucun revenu. Pas la possibilité de travailler à part de travailler au noir forcément. Et pas forcément d'aide médicale d'État aussi, enfin elles n'ont pas de couverture médicale, donc quand elles tombent malades ou quand elles sont enceintes, qu'elles doivent accoucher, enfin c'est des situations très compliquées. Et aussi il y a la question du logement. Ça c'est le problème numéro 1, je pense aussi. Et pas mal de femmes en fait qui se retrouvent en situation de rue, enfin il y a quelques mois, il y a eu énormément de femmes enceintes ou qui venaient tout juste d'accoucher, qui ont été renvoyées des hôpitaux. Enfin, les hôpitaux ne pouvaient pas les garder et sans proposer d'hébergement derrière. Donc des femmes avec des nouveau-nés qui se retrouvent à la rue en plein hiver. Donc c'est surtout cette question du logement qui est juste qui est très critique en fait, et toutes les associations qui accompagnent les exilés font face au même problème, sans solution proposée par l'État en fait. C'est juste c'est ridicule, enfin bon. Clairement. Vraiment, c'est vraiment ridicule. Mais bon, revenons-en au travail que vous faites dans votre asso, en tout cas, qui est un super travail. Encore une fois, j'ai envie de rappeler le fait que c'est une asso étudiante, donc faire des études et être bénévole à côté, et un type de bénévolat qui est quand même pas quelque chose de léger, je trouve ça fort, vraiment très fort. Bravo à vous, parce qu'il y a ceux qui le font. Moi, j'ai du mal à travailler et à faire mes cours. Alors, être bénévole en plus à côté, je tiens le chapeau vraiment. Et donc d'autant plus qu'il y a peu d'associations françaises qui appliquent à la fois une lecture féministe et antiraciste dans l'accompagnement des personnes réfugiées. Est-ce que tu aurais une explication à cela, au fait que oui, beaucoup d'associations n'ont pas l'air de vouloir prendre la question de genre et de race en question dans le traitement de ces situations de réfugiés et de demandes d'asile. Je pense que en fait, il y a pas mal d'associations ou juste des groupes de citoyens, de citoyennes qui s'engagent justement pour accompagner ou aider de manière ponctuelle les personnes exilées, enfin les femmes notamment, qui ont vraiment un discours très white savior. Enfin, l'idée, c'est vraiment en fait, ces personnes-là vont percevoir les femmes comme des objets
à sauver, à émanciper, ou et jamais vraiment comme des personnes à part entière et des sujets politiques véritablement, et qui ont aussi, qui ont une capacité, comme nous tous et toutes, à formuler leurs besoins, leurs intérêts, leurs objectifs, etc. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça, ce discours très misérabiliste, notamment quand on parle des femmes noires d'Afrique, forcément, oui, c'est des femmes passives, on va les aider à faire face à leur nouvelle situation en France, et le discours, il s'articule souvent autour de mots-clés, genre la polygamie, l'excision, voilà, c'est toujours ce qui revient, en fait. Et du coup, et je trouve qu'en fait, c'est une manière d'invisibiliser aussi d'autres problématiques. On dit pas, nous, au niveau de l'association, on dit pas que l'excision, la polygamie, etc. n'existe pas. On parle pas de ça. Mais juste, en fait, focaliser sur ces mots-là et sur ces pratiques-là, ça contribue aussi à oublier tout ce que ces femmes vivent ici en France, en fait. Aussi, le racisme auquel elles font face, les violences sexistes et sexuelles auxquelles elles font face, le fait de ne pas pouvoir trouver de logement, le fait de ne pas pouvoir se soigner correctement, le fait de ne pas pouvoir scolariser leurs enfants, le fait de ne pas pouvoir trouver un travail aussi, tout simplement, ou trouver un travail, mais dans certains secteurs où, notamment pour les femmes noires, où les femmes noires sont acceptées. Donc, on va les mettre dans... elles sont forcément femmes de ménage, ou on va vraiment essayer de les cacher, de les enfermer dans des cases, et puis voilà, faire le travail ingrat, qui est perçu comme ingrat dans la société. Il y a aussi vraiment parfois une forme de voyeurisme par rapport à ces femmes. Quand elles arrivent, par exemple, il y a parfois directement l'envie de connaître leur récit, pourquoi est-ce qu'elles ont quitté leur pays, comment s'est passé le chemin de l'exil, etc. Et je pense que ça peut être ultra violent, en fait, quand tu arrives dans un espace qui te propose, je sais pas, disons des cours de français, d'avoir des personnes en face qui veulent directement... c'est ça, exactement. Et c'est une double violence. Et c'est une violence pour la personne exilée qui est absolument pas là pour ça, et qui n'a aucun compte à rendre à personne, de toute façon, qui n'a absolument pas besoin, en fait, de... Déjà, elles passent par quand elles font une demande d'asile, elles doivent passer un entretien à l'OFPRA qui est ultra dur, où elles doivent raconter des détails sordides de leur vie. Donc, elles n'ont pas besoin de refaire ça plusieurs fois, tu vois. Non, par rapport à cet accompagnement, justement, ça peut sembler peut-être une question un petit peu pas bateau, mais dont la réponse peut sembler évidente, mais du coup, je pense que les associations en font plus que l'État pour aider ces femmes en situation d'exil. Et c'est oui, de quelle manière? Alors, oui, clairement, je pense que c'est évident pour tout le monde. Mais ah oui, non, mais clairement. En fait, je pense que les associations, justement, qui accompagnent les personnes exilées, elles sont nées, en fait, justement parce qu'il y a un manquement très grave de l'État qui est absent, en fait, sur... tout à l'heure, je parlais de la question du logement. En fait, officiellement, toute personne a le droit à un logement digne, respectable, etc. Mais dans les faits, c'est une toute autre histoire. Et par exemple, pour les femmes qu'on accompagne, elles sont celles qui sont justement en situation d'irrégularité, qui sont sans papier. La plupart, elles se retrouvent donc à la rue. Au départ, quand elles font leur demande d'asile, elles sont dans des logements CADA. C'est des logements du coup de l'État. Mais dès que la demande d'asile se termine, si tu obtiens le statut de réfugié, tes chances de trouver un logement augmentent. Mais si on te refuse ce statut, tu te retrouves directement à la rue. C'est à ce moment-là que les associations interviennent. Il y a pas mal d'associations qui font un travail incroyable et qui mettent en lien des particuliers pour pouvoir loger, qui font du logement solidaire pour pouvoir héberger pendant un certain temps des personnes exilées. Mais déjà,
il y a très peu de place, donc c'est difficile de trouver quelque chose. Et sinon, l'État te dit d'appeler le 115. Et donc le 115, voilà. Pour celles et ceux qui connaissent le 115, c'est très important, mais c'est un service qui est totalement saturé. Mais oui. Donc t'appelles, on te dit d'appeler très tôt le matin, mais t'es au téléphone toute la journée jusqu'à 1h du mat. Quand on te retrouve quelque chose, on te met dans une chambre, dans un hôtel social pour une nuit ou deux. Tu te retrouves encore à la rue, tu rappelles, on te remet dans un autre hôtel pour une nuit ou deux et rebelote, et ça peut durer comme ça pendant des mois, sans proposition d'hébergement, de solutions durables, quoi. Exactement. Enfin, du coup, on a souvent des femmes qui nous appellent et qui nous disent, bah là, je me retrouve à la rue, qu'est-ce que je fais? Donc, on essaye à travers nos réseaux sociaux, on essaye de trouver des personnes qui sont d'accord pour héberger pour, je sais pas, une semaine ou deux, mais c'est absolument pas en fait aux associations de faire ça. Enfin, de toute façon, c'est absolument pas aux associations c'est important, on le fait, mais juste c'est ça. Exactement. Enfin, le faire même l'accompagnement administratif et juridique. Enfin, en fait, en France, tu viens, tu fais tes démarches. Si tu parles pas le français, on s'en fiche, tu te débrouilles. Donc, le nombre de femmes qui se retrouvent à ne pas respecter finalement, malgré elles, les échéances, par exemple, pour faire des recours ou quoi, pour leur demande d'asile, il est énorme en fait. Et parce qu'en fait, ces femmes, elles savent juste pas lire et écrire le français, donc elles peuvent pas lire les courriers qu'elles reçoivent. Elles sont pas forcément accompagnées par des assistants ou des assistantes sociales. Donc elles se retrouvent en fait seules face à elles-mêmes. Et ça, les conséquences, elles sont dramatiques. Enfin, elles reçoivent du coup, elles dépassent les échéances, elles reçoivent des obligations à quitter le territoire français. Certaines sont mises en centre de rétention administrative des prisons, quoi, en fait, pour les sans-papiers. D'autres renvoyées de force dans leur pays d'origine. Enfin, c'est juste une catastrophe. Et si t'as pas les moyens aussi, par exemple, de te payer un avocat ou une avocate, tu peux pas forcément faire toutes ces démarches. C'est à ce moment-là aussi que des associations entrent en jeu et en fait essayent d'accompagner tant bien que mal les personnes exilées. Enfin, tu vois, les personnes qui viennent en France, les femmes qu'on accompagne, justement, elles arrivent, elles sont choquées, quoi. Elles disent, mais c'est ça la France. C'est donc ça. Oui, surtout, c'est pas comme si l'État français faisait pas sa hype depuis des centaines d'années. Exactement. Les pays, c'est ça. Pays des Lumières, des droits de l'homme. Hein. Exactement. Et puis voilà, c'est pas limite si on ne craque pas au visage, quoi. Clairement. Ouais. Donc, c'est catastrophe. Et du coup, comment dire, tu l'as dit au début, tu es née, tu es pas née au Soudan, mais tu es d'origine soudanaise, tu es née en France. Tu es donc noire pour il y a des gens qui ne savent pas, qui ne voient pas, qui ne voient pas les couleurs. Voilà. Penses-tu qu'en tant que femme noire, tu es davantage habilitée à comprendre ce qu'une femme noire exilée peut subir en France? Je pense que forcément, sur la question du racisme, de la négrophobie, forcément, je comprends. On a beaucoup de femmes, les femmes qu'on accompagne il y en a pas mal qui sont, c'est des femmes noires, musulmanes aussi. Oui. Donc, j'ai l'impression aussi que parfois, il y a comment dire, peut-être qu'il y a une relation de confiance qui s'établit peut-être plus rapidement. On sent parfois qu'elles vont peut-être plus se confier sur certaines choses, certaines problématiques, ou peut-être plus facilement formuler leurs besoins. Il y a aussi la question de la langue qui entre en jeu. Parfois, je parle l'arabe et on a, comme je disais, pas mal de femmes, par exemple, qui viennent d'Afrique de l'Est, qui le parlent aussi. Donc aussi la possibilité de communiquer dans une langue, d'avoir une langue commune, ça facilite aussi pas mal les choses. Mais ouais, clairement, en fait, quand ces femmes arrivent, que ce soit pour moi ou pour d'autres bénévoles,
je pense qu'on va direct aussi avoir cette vision aussi un peu plus, dire une lecture, on va dire, plus intersectionnelle peut-être, parce qu'on vit les choses, on vit ces choses-là en tant que femme noire ou de femme racisée, etc. Du coup, l'écoute qu'on va apporter, elle va aussi englober toutes ces différentes formes de discrimination-là. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on va peut-être pas forcément directement aborder certains sujets en se disant, ok, forcément, ces femmes, elles sont concernées, elles ont fui leur pays parce que elles fuyaient, je sais pas, l'excision, la polygamie, etc. C'est ça, le mariage forcé. Exactement. Mais en fait, on va aussi essayer de comprendre qu'il y a aussi d'autres dynamiques qui entrent en jeu et aussi de dynamiques qui entrent en jeu sur le sol français, en région parisienne, et des choses qu'elles vont vivre quand elles vont chez le médecin. La question du racisme médical, elle est hyper importante. Et ces femmes, elles n'osent pas forcément en parler. Tu vois, directement. Mais on va peut-être poser certaines questions, oui, comment ça s'est passé, etc. Et tu vois, là, tu sens qu'elles se sentent vraiment plus en confiance. Elles vont peut-être nous dire des choses à nous parce qu'on est concernés, qu'elles vont peut-être pas forcément dire à d'autres personnes pas concernées. Après, nous, dans notre équipe, c'est pas que des femmes racisées. Et je pense qu'il y a pas, il y a aussi un effort qui est fait justement par les personnes non racisées, exactement, et parce que nous on insiste aussi quand on recrute les bénévoles, on insiste aussi sur certaines choses, le fait de respecter la vie privée, le fait de prendre en compte et de croire leur récit. Quand elles viennent te dire que elles ont eu un rendez-vous, je sais pas, à Pôle emploi et que ça s'est très mal passé parce que la personne elle voulait pas prendre en compte ses diplômes et le fait que cette personne elle voulait pas reprendre ses études ou travailler dans tel secteur et qu'on lui renvoyait juste garde d'enfants, ménage, etc. Bon, il y a aussi des logiques ici, il y a un racisme qui est clair qu'il faut prendre en jeu, quoi. Je pense donc je pense que sur ces questions-là, c'est très important qu'on soit concerné ou pas de faire un travail quand on accompagne des personnes qui sont dans des situations de très grande précarité et d'isolement aussi parfois social, de prendre en question toutes ces différentes formes de discrimination qui viennent se compléter malheureusement. Que je pense peut-être qu'on oublie à tort de reconnaître pour ces personnes-là, c'est que c'est une bataille, c'est une très longue bataille, et si on n'a pas l'espoir, si on n'a pas s'il n'y a pas cet espoir, ça va être quand même difficile de tenir, et parce que et la résilience aussi de ces personnes-là, on les juge, la société les méprise, mais le courage de ces personnes de se battre et de continuer de se battre, des femmes qui vont être célibataires ou veuves, ou j'en passe et des meilleurs, avec une famille, arriver dans un pays, apprendre une langue, ces personnes-là, en fait, surtout ces femmes-là, je ne dénigre pas les hommes, mais les femmes beaucoup, parce que malheureusement, il y a le sexisme ambiant qui fait que les femmes ont la charge quand même, quand elles sont dans les familles, la femme a la charge de la famille, même si le mari travaille, c'est elle qui s'occupe des enfants, qui fait tourner énormément de choses. Et le courage de ces personnes-là est quand même super admirable, et la force mentale, même si je me doute que c'est pas du tout évident, ces personnes tiennent debout, et avec les aides qu'on peut leur apporter ou qu'elles peuvent trouver. Donc il y a une espèce, c'est un petit peu bizarre à dire, mais je trouve qu'il y a quand même une beauté dans ce truc horrible. Oui, ouais. Le soutien, l'humain, quoi, en fait, vraiment de voir une personne en face de soi et de lui tendre la main et de vouloir l'aider à pouvoir vivre une vie normale, c'est aussi très admirable et très beau. Donc c'est à la fois c'est horrible, mais bon. Il y a de l'espoir. Voilà, il y a de l'espoir. Et c'est bien de se raccrocher quand même. Ouais, non, c'est très important. C'est très, très important. Ouais. Nous allons clôturer cet entretien. Merci beaucoup, Abir, de ton insight dans cet univers. Et j'espère que ceux et celles qui nous écoutent
en tout cas, n'hésitez pas d'aller voir déjà, de passer sur leur page, leur compte Insta, Facebook, tout ça, de Humans for Women, et parce qu'elles font de très chouettes choses. Et voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonjour Alice, merci de nous rejoindre sur ce 4e épisode de Bilinga Walk. Bonjour. Je voudrais te présenter en quelques mots. Qui es-tu, que fais-tu? Alors du coup, je m'appelle Alix Sautou et actuellement, du coup, je suis avocate spécialisée en droit des étrangers, droit pénal. Oh, super. Et donc, pourrais-tu nous décrire tes missions auprès des femmes exilées avec qui tu travailles? Donc, de manière générale, mon travail consiste en fait à les informer sur leurs droits et à tenter de faire appliquer, de les faire respecter. Et de manière un peu plus précise, comme je suis spécialisée en droit des étrangers, je m'occupe beaucoup de les accompagner dans leur demande de titre de séjour ou dans leur dépôt notamment de demande d'asile. D'accord. Et donc par rapport à ces demandes de titre de séjour, justement, quelles sont les principales difficultés rencontrées pour l'obtention de ce fameux titre de séjour? Bon, de manière générale, je pense que le premier problème, c'est la politique migratoire française actuelle, qui est vraiment un vrai rempart à l'accès au titre de séjour de manière générale pour les personnes exilées. Après, je pense qu'il y a aussi tout ce qui est la longueur des procédures. Les lenteurs administratives, c'est un vrai problème parce que du coup, pour une demande de titre de séjour, dans certaines préfectures, on se retrouve à attendre 2 ans, 2 ans et demi, ce qui maintient les personnes dans une situation de précarité assez inconcevable à l'heure actuelle. Et je dirais, pour finir, l'aspect traumatique que peut représenter ce type de demande, dans la mesure où sur notamment certaines femmes exilées qui ont été victimes de violences, elles sont obligées de répéter de manière constante et de revenir de manière constante sur leur histoire traumatique, sur tout leur vécu, de s'exprimer généralement devant des personnes qu'elles ne connaissent pas, dont elles ne connaissent rien. Voilà, donc je pense que ça aussi c'est un vrai frein aujourd'hui. D'accord. On parlait à l'instant, il y a quelques instants, donc des violences qu'elles pouvaient subir, donc les violences dans le fait de devoir ressasser des traumas qu'elles ont pu subir, notamment. Donc on sait bien que les traversées depuis leur pays d'origine jusqu'à l'arrivée ici en France ou dans d'autres pays européens se font pas toujours dans la joie et l'allégresse. Donc et une fois qu'elles arrivent ici, donc voilà, il y a le devoir passer par ce parcours, devoir ressasser, raconter ces choses qu'on a pu vivre et qui sont super traumatiques, plus oui, les violences administratives, bien qu'elles peuvent subir aussi. Mais voilà, y aurait-il d'autres types de violence et d'exploitation auxquelles elles seraient auxquelles ces femmes noires exilées seraient sujets une fois arrivées sur le territoire, quoi, en plus de ce qu'on a déjà dit. Effectivement, une femme, le parcours migratoire d'une femme est souvent touché de violences sexuelles, physiques, nombreuses. Donc là, comme tu l'évoquais, ce qui se passe en Libye, mais en fait, c'est un peu tout le long. C'est-à-dire que généralement, même quand elles ont réussi à payer le passeur monétairement parlant, elles sont victimes de violences par la suite, que ce soit par les passeurs, par les autres personnes qui voyaient avec elles. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de constant. Sur l'arrivée sur le territoire, je pense que généralement elles arrivent dans un état de façon psychologique très 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 compliqué. Elles se retrouvent, contrairement à ce qu'on leur a dit, dans une précarité réelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut être honnête, moi je pense le système d'accueil en France n'est pas efficient, ne fonctionne pas.
On ne trouve pas forcément des places, des places dans les CADA ou autres, ou de manière générale pour le logement. Donc en fait elles arrivent en France et là donc il y a toute cette violence économique, toute cette violence après qui va être par exemple si elles sont à la rue donc on y va, on retourne les violences physiques, les violences sexuelles, les violences économiques. Ce qui souvent en fait entraîne donc moi je travaille avec une association qui s'appelle notamment le Comité contre l'esclavage moderne et qui entraîne des situations donc d'exploitation, donc qu'elles soient soit sexuelles soit par le travail. Donc on a du coup soit des personnes qui vont donc qui est malheureusement assez classique, être contrainte à se prostituer, soit par des réseaux, soit par des personnes, en échange d'un logement, par exemple. Et sinon, on a ce phénomène qui se développe énormément, l'exploitation par le travail, que le CCM dénonce de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des personnes, enfin des femmes qui sont logées par des personnes, soit normalement à titre gracieux, et qui en fait se retrouvent à devoir assumer diverses tâches, donc soit sur l'entretien de la maison, mais des tâches souvent extérieures chez d'autres personnes, à garder les enfants, en fait, qui se retrouvent à travailler en fait 15 heures par jour sans être rémunérés et sans être déclarés, quoi. Donc il y a toute cette violence là. Et je pense que la dernière violence est le fait qu'en étant sans papier en France, ça complique quand même beaucoup de choses, notamment le fait de faire valoir ses droits. Et notamment, on a certaines difficultés avec certains commissariats à arriver à déposer plainte. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en association, on disait aux personnes, si vous êtes victime de tel acte, vous pouvez aller déposer plainte. Au début, du fait qu'on était 10 personnes dans l'association pour un nombre de bénéficiaires plus conséquent, on n'accompagnait pas forcément déposer plainte et on s'est rendu compte en fait que les personnes ne parvenaient pas à déposer plainte, notamment sur des actes par exemple d'agression sexuelle ou de viol. Et on était là, mais comment ça, vous n'avez pas réussi à déposer plainte? Et les personnes nous disaient, je me suis rendue au commissariat, on m'a dit qu'étant sans papier, je ne pouvais pas déposer plainte. Non, c'est une obligation, de prendre pour la police de prendre. Alors c'est pas partout, mais c'est quand même quelque chose que nous on a constaté en Île-de-France, ce qui nous a du coup contraint en fait à devoir recruter en masse des bénévoles pour envoyer de manière systématique une personne accompagner les femmes qu'on suivait pour un simple dépôt de plainte, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est même pas rentré dans le vif de la procédure judiciaire qui. Voilà. Donc oui, je pense que les violences en fait sont multiples et sont vraiment sous-estimées et sous-estiment en fait aussi l'impact que ça a sur les personnes de manière psychologique, c'est-à-dire qu'en plus de tout ça, on a beaucoup de mal à obtenir un soutien psychologique de ces femmes-là. Donc ce qui veut dire que elles se trimballent leur trauma depuis des années, lesquelles sont une fois arrivées sur le territoire français, alors même qu'on leur a présenté l'arrivée sur le territoire français comme l'arrivée dans le jardin d'Éden, quoi. Faux. Et là, elles se retrouvent de nouveau confrontées à tout ça. Et donc, en fait, derrière, on se retrouve avec des personnes qui, des fois, juste baissent les bras en disant, mais moi, j'en peux plus, quoi. Je veux que ça s'arrête, quoi. Donc, et c'est c'est le parcours du combattant, quoi. Et est-ce que tu as pu observer dans ton travail une différence entre le traitement et l'aboutissement des dossiers des femmes noires et des femmes non noires? Alors, pour être complètement honnête, je travaille essentiellement avec des femmes exilées noires. Donc, la comparaison est assez, est compliquée à faire pour moi. Je dis pas que j'ai jamais travaillé avec des femmes exilées non noires, mais sur une échelle beaucoup plus réduite. Par ailleurs, finalement, je pense que le problème de la misogynie noire, c'est qu'en fait, elle est très implicite, elle est induite, en fait. Le problème, c'est que la justice est rendue par des personnes lesquelles ont des préjugés, des a priori, des idées politiques, constituées de plein de choses, en fait, ont un avis qui, parfois, diverge du mien, et de ce fait-là, en fait, rares sont quand même les personnes qui, de manière officielle, en tout cas dans le cadre de la justice, se positionnent de manière, adoptent un comportement de manière raciste sans prendre aucune précaution, en fait. Donc de ce fait-là, c'est très compliqué de savoir à quel moment le refus de titre est dû au fait que cette personne est une femme, que cette personne est de surcroît une femme noire, que cette personne est une femme noire potentiellement victime de mutilation sexuelle féminine, ce qui fait dire à la personne ou à l'agent administratif en face ou que bon quand même c'est une pratique, on n'est pas sûr qu'elle la fasse. Donc en fait
en fait, on est sûr de rien. Donc, c'est un peu tout le problème. Alors après, ça arrive effectivement hein, qu'on ait ce que certains de mes anciens collègues en asso appelaient des sorties de route, donc des moments où on a droit à des petites réflexions comme oui mais bon quand même avec ce qui se passe en Afrique là il y a quand même vous êtes sûr que c'est pas juste cette grande solidarité africaine qui s'appliquait. Donc voilà, après à charge de l'avocat ou juriste à la personne présente en face de rappeler qu'une situation d'exploitation par exemple par le travail ne relève pas de cette solidarité africaine dont on ignore tout. Voilà, mais du coup c'est compliqué en fait encore une fois et je pense que c'est tout l'enjeu autour de cette question à quantifier et à c'est un processus qui est très invisibilisé en fait. Ouais. Oui, j'imagine que il y a pas vraiment de statistiques sur. Non, il y a. non. Ou voilà, pour pouvoir vraiment quantifier et avoir une position. Voilà, c'est ça. Stable, ouais, mais dans un beau flou artistique organisé. C'est ça. C'est une de mes anciennes chefs qui me disait ça, mais je pense qu'elle avait raison, c'est-à-dire que la justice demande à ce qu'on qualifie des faits, mais en fait, les faits, la réalité peut être vécue de manière très différente par plein de personnes. Oui, bien sûr. Or, en fait, on va leur demander de faire rentrer leur histoire dans la qualification juridique qui y correspond. Peu importe d'ailleurs si elles considèrent ça comme étant... je sais pas, par exemple, je prends le cas... je prends cet exemple-là, mais ça n'a pas tellement de rapport, mais c'est assez clair. Je travaille avec des personnes, des travailleuses du sexe, par exemple. Et donc, je travaille beaucoup avec, par exemple, je sais pas, la communauté nigérienne sur ces questions-là. Et donc, souvent, moi, je suis là, donc une personne arrive, me raconte un fait, et je suis là, bon, bah, juridiquement, ça, c'est un viol. En fait, c'est beaucoup plus traumatique parce que souvent, la personne ne l'a pas intégré comme tel. Elle me dit, moi, j'ai fait la passe, il m'a pas payé. Donc, moi, je suis là, très bien. Donc, s'il ne vous a pas payé, ça veut dire que vous n'avez pas consenti à l'acte. C'est donc en fait, je sais pas si je suis très claire, mais... Oui. Si, je comprends. C'est vraiment une personne se dit, bon, bah, il s'est passé ça. Il ne va pas lui donner la même sur une échelle de valeur entre guillemets, ça va pas avoir la même importance pour elle d'une certaine manière, et nous voilà. Arriver derrière et l'estampiller avec ce mot qui est quand même c'est ça et qui peut être lui-même complètement traumatique pour la personne. On repart dans un processus, donc voilà, ça demande finalement beaucoup de temps, ce que ne laisse pas la procédure ni administrative ni judiciaire aux personnes. Et donc, moi, je pense que là, l'intérêt de la formation des acteurs, ça, ce serait de prendre conscience de ça. C'est-à-dire de se rendre compte qu'en fait, si les gens, des fois, n'arrivent pas à expliquer clairement pourquoi ils sont partis de leur pays, c'est pas parce qu'ils sont pas partis pour de bonnes raisons, c'est pas parce qu'ils ont pas envie de le dire, c'est parce qu'en fait, ils ne savent pas comment le dire. Ouais. Et donc, moi, je sais par exemple que, voilà, à l'OFPRA, où les entretiens sont menés par un officier, un seul agent, en fait, peut-être que là, ce serait intéressant d'avoir un médiateur culturel, d'avoir un psychologue, c'est-à-dire d'avoir d'autres personnes que des juristes. Oui. En fait, qui seraient capables de prendre un autre biais, d'arriver à poser les questions différemment, de manière à ce que la personne se sente, par exemple, là, dans le cas de l'asile, assez en confiance pour pouvoir tout simplement livrer son histoire, quoi. Après, sur tout ce qui est violence, en fait, moi, après, c'est un biais, parce que je suis avocate, donc moi, j'ai quand même ce truc. Moi, je crois vraiment dans le fait que le droit qui existe aujourd'hui, s'il était appliqué correctement, permettrait, en fait, de faire respecter les droits des personnes exilées, notamment des femmes noires. Donc en fait, je pense que par exemple sur ces questions de quand par exemple un commissariat refuse de prendre le dépôt de plainte d'une personne sans lui donner vraiment d'idée, mais bon, parce que c'est une femme noire sans papier. En fait, on devrait pouvoir mettre en place des mécanismes permettant de signaler ce type de fait et de les sanctionner de manière quasi automatique. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, l'être humain est ce qu'il est, et que malheureusement, quand la carotte ne fonctionne pas, le bâton le fait, quoi. Et là, je pense que sur des choses comme ça, il faudrait être intransigeant, en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une partie formation de l'ensemble des acteurs, ça va de la police à l'ensemble du monde judiciaire et vraiment d'arriver à mettre des mécanismes de contrainte qui permettent de faire appliquer en fait les règles qui existent en fait, contrairement à ce que des fois on a l'impression finalement. Ouais. Complètement. Je voudrais peut-être aussi remettre le côté humain aussi dans cette machine en fait, parce que c'est vraiment ça laisse vraiment sans voix de se dire qu'il y a des gens qui pour qui ils voient pas où est le problème, quoi.
Non, mais c'est vraiment ça. Non, mais je comprends complètement ta frustration parce que souvent, hein, C'est juste que, bah oui, ouais. je suis là, mais je comprends pas quel est le problème, là. C'est très clair pourquoi ça ne fonctionne pas aussi. Oui. Voilà, ouais, non, ça, ouais. Non. Donc, mais je pense que c'est aussi dû à un vrai manque de méconnaissance, hein. Enfin, moi, j'ai quand même l'impression que la question, il y a une vraie mythologie, hein, autour des personnes exilées, des espèces de faux discours qui sont récurrents. Oui, alors moi mon préféré c'est quand même celui sur les aides sociales. Oui, ils sont là pour demander le RSA. En fait, pour bénéficier du RSA en France, je tiens à le rappeler, il faut avoir la nationalité. Donc en fait, toutes ces personnes sans papier ne prennent pas le RSA. Et en fait, c'est complètement véhiculé. Enfin voilà, je veux dire, on oublie de dire que la réalité de l'immigration en France, c'est aujourd'hui des personnes qui sont présentes sur le territoire depuis 5, 8, 10, 15 ans, qui travaillent régulièrement, à qui on demande, quand elles vont déposer leur demande de titre de séjour, de fournir avis d'imposition, bulletin de salaire, alors même qu'on les maintient, que l'État les maintient dans une situation qui techniquement ne devrait pas leur permettre d'avoir ça. Enfin voilà, peut-être il y a quelque chose qui est kafkaïen et dont on refuse de parler. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas, quoi. Par exemple, sur tout ce qui est les demandes qui portent sur les mutilations sexuelles féminines, on demande donc aux personnes qui demandent l'asile, par exemple, à ce titre-là, enfin, notamment aux femmes, donc d'être excisées et d'expliquer pourquoi elles s'opposent à l'élection, notamment de leur enfant. Donc, on a une dame qui vient de passer 1 heure à expliquer à quelqu'un son excision, les conditions horribles dans lesquelles ça s'est passé, les répercussions que ça a eu sur toute sa vie, et après, on est là. Et donc concernant votre fille, pour quelle raison vous vous opposez à cette pratique? Vraiment? Mais alors là encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit marqué. Pourquoi? Mais on va dire ça fait 1 heure que madame t'explique les choses, 1 heure et demie. Est-ce que là on était vraiment obligé de lui donner la sensation que personne ne l'a écouté, quoi? Ouais. Et donc voilà, et donc après on est là. Enfin là j'ai eu un dossier comme ça où, donc en fait on leur demande donc qu'elles soient excisées, et moi j'ai donc une de mes clientes qui avait fait le processus de reconstruction, donc qui avait été excisée, qui au moment de l'entretien ne l'était donc plus du fait de cette reconstruction en France. Et donc là l'agent me regarde et me dit, oui mais là madame n'est pas actuellement excisée. Mais pardon, je lui dis je crois qu'on ne s'est pas compris. Voilà, et là je pense juste que le gars en fait il a absolument aucune notion de ce qu'il racontait. Je pense qu'il connaissait rien à l'excision, et sans se rendre compte en plus du trauma que ça représentait pour elle, parce que derrière on sort et du rendez-vous elle me dit mais du coup le fait que j'ai fait le processus de reconstruction, est-ce que ça va avoir un enjeu pour ma fille? Mais si j'avais su, je l'aurais pas fait. Et je dis non, stop, on arrête. Non, personne n'a juste rien compris, quoi. C'est tout. Mais voilà, et là je pense que vraiment c'est juste parfois un cruel manque de curiosité, parce que quand même j'estime que quand tu travailles sur certaines thématiques, il serait bon quand même d'ouvrir 4-3 bouquins, d'aller voir en asso, je sais pas, de se renseigner sur la question pour éviter ce type de bourde monstrueuse qui encore une fois replace la personne dans une situation de culpabilité intense, alors non. De se sentir comme ça, quoi. Waouh. Oh là là. Enfin bon, continuons quand même, essayons de continuer cet entretien. Tu disais que toi, tu crois quand même au droit, en la loi, on va dire. Mais est-ce que vraiment un État qui est aussi hostile aux personnes exilées, et une justice qui est donc l'instrument de l'État, peut-elle réellement être l'allié des femmes noires? Je sais pas si c'est l'État en tant que tu vois, en tant qu'instance qui peut être son allié. En tout cas, je pense qu'il est de la responsabilité, en tout cas des personnes des acteurs qui travaillent avec les femmes noires exilées, de se servir en fait des outils qui sont mis à la disposition par le droit, justement, et de lui dire en fait, et d'arriver en audience et de faire constater que non, là ce qui se passe c'est absolument pas normal, et que en fait, on a des textes très simples qui devraient s'appliquer. Et moi je pense que c'est important, parce que tant que justement l'ensemble des acteurs ne se saisiront pas de ces outils-là qui sont à notre disposition, et qui
si imparfaits soient-ils, en tout cas, ont déjà le mérite d'exister et s'ils étaient appliqués, de pouvoir permettre de changer plein de situations. Je pense que c'est important et c'est vraiment une responsabilité de s'en saisir et du coup d'aider aussi les personnes exilées je pense qu'on a souvent tendance à tomber dans la déresponsabilisation et là c'est pareil, moi j'essaye en tout cas, que ce soit quand j'étais en asso mais dans ma pratique aujourd'hui, de remettre les personnes vraiment, de leur remettre la responsabilité entre les mains, pas dans le sens de leur dire c'est pas de responsabilité, mais c'est de leur dire voilà, aujourd'hui il y a ça et ça, on peut faire ça et ça, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendez à la fin, qu'est-ce que vous voulez vraiment, comment est-ce qu'on peut y arriver, d'être honnête sur les difficultés, sur aujourd'hui un dépôt de aujourd'hui une procédure par exemple pour viol, c'est très compliqué, c'est très long, d'expliquer les choses honnêtement et de leur dire moi en tout cas je peux pas vous garantir les chances de succès, mais je peux vous garantir que je serai à côté de vous à chaque fois et que chaque fois que les choses seront pas faites comme elles doivent être faites, je serai là pour le signaler quoi. Et donc c'est un peu en ça que je crois en ça et que quand même là je me rends compte que sur en tout cas les avocats qui m'entourent, contrairement au mythe de l'avocat, il y a quand même plein d'avocats qui travaillent dans ces matières-là, que ce soit le pénal, le droit des étrangers, ou en tout cas ou qui je pense sont là pour des raisons militantes, sont de part et d'autre engagés en plus de leur profession dans des associations. Donc je me dis quand même que avec toutes ces personnes pleines, qui ont envie que les choses changent, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à s'en sortir, même si là je suis très optimiste aujourd'hui et que on peut s'appeler dans 2 heures et que je serai sans doute au fond du seau à dire que de toute façon ça sert à rien, qu'il y a rien qui fonctionne. Mais en tout cas j'ai en tout cas l'espoir que si l'État n'est pas un allié là-dessus, les gens l'ensemble des personnes, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit les psychologues, l'ensemble des personnes qui interagissent dans ça avec cette grosse machine et qui ont cette boîte à outils à disposition, si elles s'en saisissent, on peut arriver en tout cas à que ce soit moins pire. Oui. Oui, moins pire. Je crois que c'est vraiment le mot-clé, moins pire. Et puis je pense qu'en fait les choses aussi changent d'une autre façon et que c'est déjà important, c'est déjà super important, par exemple rien que là de faire un podcast sur cette question, c'est-à-dire qu'on en parle, qu'on relaie cette information, que c'est une personne, que les personnes sachent en fait qu'elles ont des droits en fait. Déjà, parce que souvent c'est aussi un peu ça le problème de manière générale des personnes exilées, mais c'est vraiment très très amplifié chez les femmes non exilées, c'est-à-dire que les personnes ont l'impression de n'avoir aucun droit quoi, qu'elles peuvent tout subir et que de toute façon rien ne peut leur permettre. Mais non, en fait, il y a des outils, ils sont là et donc je trouve que déjà le seul fait qu'elles puissent l'entendre au détour d'un podcast, en fait j'ai des droits et je peux les faire appliquer. Oui, vraiment et en fait il faut les faire appliquer. Oui. Il faut s'en saisir. Non, mais je pense que oui, tu as raison. Il faut plus de personnes, effectivement, comme toi, j'imagine qu'il y en a beaucoup, bien sûr. Mais oui, il y en a énormément, quoi. Il faudra encore plus, voire presque que ce soit c'est vrai que je sais pas comment ça se passe, le parcours d'études de droit, mais est-ce que c'est quelque chose qui est intégré, d'ailleurs, dans les études de Pardon. Voilà, j'ai ma réponse. Non, tu peux. Moi, je me suis spécialisée en droit des étrangers. J'ai pris un master droit de l'homme. Il y en a 4,5 en France. Et en plus dedans, je choisis. Alors après, dans le cadre de notre école, à force de râler, l'école qui forme aux avocats, depuis cette année, il y a un parcours droit des étrangers. D'accord. C'est la première année, alors que par exemple sur ce qu'on appelle le contentieux de droit administratif, le droit des étrangers tout confondu aujourd'hui, c'est quasiment le premier contentieux quoi. D'accord. Et en fait, les gens ne sont pas formés à ça. C'est aussi un vrai problème, c'est-à-dire que les gens ne sont pas formés à ça, que c'est un droit qui est extrêmement dévalorisé. Donc on envoie tartempion les trucs qui ont jamais fait, qui savent pas de quoi ils parlent, et ils sont mais bon, c'est d'étrangers. En fait, c'est pas une raison. Ça veut dire c'est du droit qui s'applique quoi. En fait, le droit s'applique pareil pour tout le monde. Donc c'est aussi ça, je pense, un vrai, et c'est ce qui fait aussi que les avocats ont mauvaise réputation dans le domaine du droit des étrangers, c'est que en fait pendant des années les gens étaient pas formés, que tout le monde faisait ça pour faire du fric parce que public vulnérable qui connaît pas ses droits, donc de toute façon il va pas penser à aller saisir le bâtonnier pour dire que son avocat n'a pas fait son travail.
Donc non, mais c'est aussi pour ça que la jeune génération, là, on essaie de militer pour ça, en disant qu'il faut que, alors maintenant c'est mis en place pour certaines choses, pour apparaître sur les listes d'aide juridictionnelle, il faut avoir passé un examen dans le cadre, voilà, il y a justement un vrai processus là-dessus, des avocats qui essaient de faire leur travail correctement, dénoncent en disant non, mais en fait il faut qu'on soit formé, il faut que ce droit soit pris en compte comme tous les autres droits. Enfin, le droit fiscal n'est pas plus important que le droit des étrangers, en fait. Donc voilà. Surtout s'ils veulent régler cette crise de l'immigration. La vague migratoire. Oh mon Dieu, la vague migratoire, le grand remplacement, et j'en passe etc. Ah là, mais oui, enfin, c'est affolant. C'est affolant. Et aussi, je pense, oui, intégrer aussi peut-être le travail en association comme partie intégrante de l'apprentissage du métier, quoi. Je sais pas si c'est le cas, donc j'imagine que... Oui, on peut aller faire en fait, c'est toujours une question de choix, quoi. Ouais, voilà. Soit ceux qui sont déjà dans le milieu qui continuent dedans, soit, mais non, et puis aussi, je pense, je sais pas, alors, si c'est, je me permets de le faire, là, mais je pense aussi que la justice, de manière générale, mérite plus de diversité. Et donc, aussi, si les gens écoutent, qui ne s'interdisent pas, en fait, on peut être avocat et noir et être avocat femme et noir, et en fait, ça se passe, et voilà, on peut taper du poing sur la table, et voilà, et pareil, on peut être magistrat noir. Enfin voilà, je pense que c'est aussi important que aussi, nous qui avons eu la chance, de pouvoir faire des études, qu'on se saisisse de ça et qu'on ne s'interdise pas, qu'on ne se censure pas sur ces questions, parce que de toute façon, tant que la justice sera majoritairement rendue par des personnes d'un certain âge, blanches et de type masculin, on continuera à entendre des questions de type mais madame, on vous tape dessus depuis 15 ans, pourquoi vous n'êtes pas partie avant? Je sais pas, si j'avais envie de rester, c'est très sympa. Voilà. Ouais. Donc c'est aussi important sur ça, c'est-à-dire que voilà, si on veut qu'aujourd'hui que voilà, toutes ces questions-là puissent évoluer, il faut aussi que nous aussi on se saisisse de tout ça et qu'on envahisse un peu tout ce milieu. Finalement, ils veulent une vague, faut peut-être leur donner d'une certaine façon. À la militante. Ouais, non, c'est très juste, effectivement, ce que tu dis. C'est vrai que oui, non, c'est très très juste. Sur ce, Alix, merci. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et de l'avoir fait avec le sourire, même si oui. Bon, c'est du rire, voilà. Oui. Mais ouais, non, merci d'avoir répondu, d'avoir apporté des éclaircissements sur ce sujet. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses et c'est très important que l'on continue à en discuter. Donc, merci d'avoir cette discussion. Non, mais merci à vous du coup de m'avoir invité. C'était mais vraiment je trouve ça génial que vous saisissiez de ce thème-là, parce que je pense que voilà, même si on a l'impression qu'on en parle beaucoup, en fait on en parle souvent mal. Et donc voilà, je trouvais ça important de donner justement la possibilité de s'exprimer là-dessus. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Merci, au revoir. Kizou Studio est un studio de production militant et bénévole. Vous pouvez proposer vos idées de podcast ou nous soutenir en faisant un don sur kizoustudio.org.